Bonjour François Asselineau, nous sommes le 1er novembre et nous allons tout de suite commencer cet entretien d'actualité avec la question: quelles sont les suites de la déclaration d'indépendance de la Catalogne? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement aujourd'hui le jour de la Toussaint, le mercredi 1er novembre 2017. Alors, vous m'interrogez sur la déclaration d'indépendance de la Catalogne. En fait, c'est pas de la Catalogne, c'est très exactement du Parlement régional de Barcelone qui a proclamé l'indépendance, un bulletin secret d'ailleurs, et avec 2 voix de moins que ce qui était prévu d'après les partis qui appelaient à l'indépendance. Donc, ce qui prouve au passage que les députés catalans qui ont voté en faveur de cette déclaration, en fait, n'étaient pas finalement si fiers d'eux et en tout cas ne voulaient pas être reconnus, puisqu'il y avait eu une demande de vote donc anonyme, à bulletin secret, et deuxièmement, il y a quand même 2 personnes qui n'ont pas voté, ce qui fait qu'il est impossible de savoir qui en fait a voté. Moi, cette déclaration d'indépendance, je l'appelle une déclaration de dépendance. En réalité, les autorités catalanes ont fait acte de dépendance et d'allégeance. De dépendance à qui? Et de dépendance, en fait, au pouvoir euro-atlantiste. Parce qu'on ne peut pas, un pays comme la Catalogne, une région comme la Catalogne, si elle devenait indépendante, aurait la taille à peu près de la Belgique, elle pourrait encore moins résister au rouleau compresseur euro-atlantiste que l'Espagne. Là, les dirigeants, Monsieur Carles Puigdemont, qui est le président, enfin qui était le président de la région catalane jusqu'à ce qu'il soit déposé par le gouvernement central de Madrid, n'a jamais fait mystère que l'indépendance, entre guillemets, de la Catalogne qu'il proposait devait se situer dans le cadre de l'Europe. D'ailleurs, son parti, le parti qu'il a créé, je ne sais plus quoi, c'est le parti pour la Catalogne en Europe. Enfin, il y a le mot Europe dans le parti. Et, comme on le sait, les autorités de Madrid, utilisant l'article 155 de la Constitution espagnole, ont déposé donc le gouvernement régional, les autorités régionales ont été jugées inconstitutionnelles, des poursuites ont commencé à être lancées, et Monsieur Carles Puigdemont, donc le président de l'autorité catalane, en fait s'est enfui. Il s'est enfui. Il s'est enfui d'une façon un peu rocambolesque, c'est-à-dire que il a pris une voiture pour monter directement, passer en France par un intermédiaire, donc du côté de Collioure, enfin par la route le long de la Méditerranée, pour entrer dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y a pas de contrôle aux frontières puisque c'est dans l'espace Schengen. Ensuite, il a pris l'autoroute, il est arrivé jusqu'à Marseille, et de là, il a pris un avion de Marseille pour aller à Bruxelles. Donc, premièrement, il a fui lâchement. Il n'est pas allé prendre un avion. Il aurait pu prendre un avion Barcelone-Bruxelles. Donc il a fait ça en douce. Et puis deuxièmement, il est allé à Bruxelles. Donc c'est une déclaration de dépendance. Alors moi je ne sais pas très bien ce qu'il a dans la tête. Finalement peut-être qu'il est plus bête qu'on ne le pensait, je ne sais pas, parce que il semble que dans un premier temps il ait voulu demander l'asile politique à la Belgique. Et plus exactement, il a été soutenu par un ministre flamingant, qui appartient à un mouvement d'extrême droite indépendantiste flamande. Ce qui fait grand genre, puisque normalement, Monsieur Puigdemont était soutenu, paraît-il, par les forces de gauche et d'extrême gauche en Catalogne. Et voilà qu'il rejoint donc Bruxelles pour se faire protéger par un ministre qui est lui-même d'un mouvement d'extrême droite. Sauf que ces 2 pieds nickelés ne savaient sans doute pas, ou alors les bras, enfin moi les bras m'en tombent de cette histoire, c'est qu'ils ne savaient sans doute pas qu'il y a à l'intérieur de l'Europe ce qu'on appelle le mandat d'arrêt européen. Moi j'ai déjà expliqué depuis des années que nous voulons lutter contre le mandat d'arrêt européen. Mandat d'arrêt européen, ça veut dire qu'à partir du moment où un État de l'Union européenne émet un mandat d'arrêt, tous les autres États de l'Union européenne doivent immédiatement déférer à ce mandat d'arrêt. Il n'y a plus de procédure d'extradition.
La procédure d'extradition, normalement, consiste à ce qu'un État vérifie la légitimité de la demande, vérifie également quels sont les risques encourus, alors que là, M. Puigdemont encourt quand même 30 ans de prison pour sédition, actes inconstitutionnels, etc. Donc en fait, normalement, si l'Espagne, ce qui ne saurait tarder, émet un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. Puigdemont, la Belgique ne peut pas faire autrement que d'arrêter M. Puigdemont, de le mettre dans un avion et de l'envoyer à Madrid. C'est les charmes de la construction européenne, c'est les charmes de l'Union européenne. Alors, M. Puigdemont, qui voulait la Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne, il faudra peut-être qu'un jour il commence à regarder les traités d'un petit peu sérieusement, et puis peut-être, si un jour il est mis en prison, il aura peut-être, espérons pour lui, un ordinateur, et puis qu'il pourra regarder. Il faut espérer qu'il comprenne un peu le français, qu'il regardera mes conférences. Il se rendra compte que ça a peut-être de l'intérêt de connaître les articles des traités. Alors, M. Puigdemont est donc arrivé à Bruxelles. Ça a été un peu la débandade quand on a appris ça en Catalogne. C'est-à-dire que les gens qui s'imaginaient qu'il allait y avoir des manifestations monstres, de la désobéissance civile, donc on allait imiter Gandhi avec la désobéissance pour l'indépendance des Indes. Enfin, on avait vu déjà se monter toute une série de procédures un peu fantasmatiques. D'un seul coup, ça a fait pchit. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que, voilà, le capitaine du navire était parti avant tout le monde. Ça a fait comme mauvais genre, donc du coup, tout ça, ça s'est dégonflé comme une baudruche. Ça fait penser à cette phrase de Marx, je vais citer Marx aujourd'hui, qui disait qu'en fait, l'histoire ne se répète jamais, ou alors sous la forme d'une farce. En fait, ce truc est en train de se transformer en farce, en mauvaise farce. Alors, M. Puigdemont est arrivé à Bruxelles. Pendant plusieurs heures, on ne savait pas où est-ce qu'il était. Et puis, alors hier, donc mardi 31 octobre, il a fait une conférence de presse où il a expliqué qu'il n'avait jamais voulu demander l'asile politique à la Belgique. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il est allé en Belgique? Et pourquoi est-ce qu'il a pris comme avocat un avocat qui est spécialiste justement des demandes d'asile? Bon, à mon avis, c'est surtout qu'il a pris un avocat qui lui a dû lui expliquer qu'il avait fait un mauvais calcul. Et puis alors, M. Puigdemont a dit que de toute façon, il ne rentrerait pas en Espagne. Mais il ne rentrerait pas en Espagne, c'est très gentil. Mais si, comme je l'ai dit, l'Espagne émet un mandat d'arrêt, je ne vois pas pourquoi elle n'émettrait pas un mandat d'arrêt, puisqu'il est inculpé pour sédition, ce sont des faits extrêmement graves, qui lui encourent 30 ans de prison ferme. Normalement, l'Espagne va émettre un mandat d'arrêt. Et donc la Belgique sera obligée d'arrêter M. Puigdemont et de l'envoyer à Madrid. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne m'étonnerait pas outre mesure d'apprendre qu'aujourd'hui, demain ou dans 2 jours, ou dans 3 jours, le temps que la procédure de mandat d'arrêt européen soit lancée par Madrid, que M. Puigdemont ait pris la poudre d'escampette et ait pris la direction, par exemple, de Washington. Puisque on va publier bientôt des éléments d'information et d'analyse plus précis sur notre site, où l'on découvre que lorsqu'on creuse le sujet, M. Puigdemont, qui est un journaliste d'origine, en fait a eu des contacts, lui et ses proches, avec beaucoup de gens d'outre-Atlantique, y compris d'ailleurs avec des sociétés qui sont proches de l'Open Society de George Soros. Il y a des financements qui sont derrière, il y a des conseils qui sont derrière, il y a également des conseils de manipulation politique. On a vu une vidéo qui a circulé, qui était un copier-coller d'une vidéo qui avait été faite au moment de la prétendue révolution du Maïdan en Ukraine. Il y avait donc des forces qui étaient derrière. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a des pro-européens qui disent, vous voyez qu'en fait, les États se défendent, l'Espagne a refusé, la France a soutenu l'Espagne, etc. Et d'ailleurs, la Commission européenne a dit qu'elle était contre ce qui se passait. Nous avons affaire à des choses complètement tordues. Je rappelle ce que disait cette belle parole de Confucius, le grand sage chinois qui vivait en Chine en moins 500 à moins 450 avant Jésus-Christ, pendant la période des royaumes combattants, et qui disait « Écoutez les paroles, mais observez les actes ». Alors certes, la Commission européenne, a priori, a désavoué et soutient l'unité de l'Espagne. Oui, sauf que M. Puigdemont, à Bruxelles, il s'est exprimé devant le Press Club européen, qui est une structure qui a été inaugurée en décembre de l'année dernière, et inaugurée par qui je crois que c'était 2000 ou
ou excusez-moi, en 2010 peut-être, enfin il y a quelques années, qui avait été inauguré par qui? Par José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, que M. Puigdemont est donc reçu, et certains de ses proches ont été très cordialement reçus par la Commission européenne. C'est-à-dire que nous avons en Europe, aussi bien à Bruxelles, mais aussi au niveau des dirigeants européens, des gens qui soufflent le chaud et le froid, qui en apparence condamnent, écoutez les paroles, mais dont les actes en réalité vont dans le sens de l'éclatement des États-nations. Et observez les actes. Il y a d'ailleurs quelque chose, il faudra réfléchir à tout ce qui vient de se passer en Espagne, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu curieux. De la part des autorités espagnoles elles-mêmes, un enfant de 7 ans n'aurait pas agi comme a fait Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol. Si vraiment le Premier ministre espagnol considérait à juste titre que le référendum en Catalogne était inconstitutionnel, ce qui est le cas, c'est objectivement contraire à la Constitution espagnole. À ce moment-là, il devait, à partir du moment où les autorités catalanes avaient décidé de maintenir la date du référendum, eh bien, une semaine avant, il devait faire agir l'article 155. Et il devait donc immédiatement couper l'herbe sous le pied pour que ce référendum n'ait même pas lieu. Là, il a laissé le référendum avoir lieu, il a fait des violences policières, enfin ça a été géré comme un gougnafier. Alors soit effectivement ils sont complètement incompétents, c'est pas totalement impossible, soit il y a aussi une volonté peut-être des autorités espagnoles qui, tout à la fois condamnant, jettent de l'huile sur le feu. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en France, où M. Macron condamne, il soutient l'unité de l'Espagne, etc. Mais au même moment, on a M. Macron qui ne cesse, et son gouvernement qui ne cesse que de retirer du pouvoir à l'État, qui ne cesse que de donner de plus en plus de pouvoir aux régions françaises. Qu'est-ce qui va se passer en Corse? Qu'est-ce qui va se passer en Bretagne, etc., etc. Donc finalement, l'enseignement de tout ceci, c'est que on a affaire soit à des dirigeants qui sont complètement incompétents, soit à des dirigeants, que ce soit en Catalogne, que ce soit en Espagne, que ce soit en France, soit à des dirigeants qui sont perfides et qui font semblant d'avoir une politique tout en menant une autre. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, insister sur le fait que cette politique des euro-régions continue son travail de sape. On a beaucoup parlé de l'Espagne et de la Catalogne. On a moins parlé de ce qui s'est passé il y a quelques jours en Italie, avec la Lombardie et la Vénétie, qui sont deux provinces riches. La Lombardie, c'est au nord-ouest. La Vénétie, c'est au nord-est, avec Venise. En Lombardie, en Vénétie, ce sont deux provinces italiennes qui sont parmi les plus riches de la botte italienne. Et donc, les ressources fiscales procurées par ces régions sont réutilisées par la République italienne, par l'État italien, pour faire du transfert social vers les régions pauvres, notamment celle du Mezzogiorno, c'est-à-dire du sud de la botte italienne. Alors il y a eu un référendum aussi qui a eu lieu sur l'autonomie croissante financière de ces deux provinces, et qui est un référendum qui a été autorisé par les autorités de Rome. Pourquoi ont-elles autorisé ce référendum? Il y a eu, je crois, un taux de participation qui n'était pas énorme, mais qui a quand même dépassé, je crois, 50%, 52%, et surtout, il y a eu 97 et 98% des gens qui ont voté pour une autonomie croissante. Et et pourquoi? Parce qu'on a dit, les électeurs ont dit, enfin les partis politiques ont dit aux électeurs, voilà, l'argent que nous produisons, nous allons le garder pour nous plutôt que de le donner aux Napolitains, aux Siciliens, aux gens qui habitent du côté de Brindisi, des Pouilles, voilà, c'est-à-dire les régions pauvres. Alors évidemment, les gens se disent, ben oui, c'est notre argent, on va garder tout ça pour nous. Ce qui prouve au passage, c'était d'ailleurs la même chose en Catalogne, ça prouve au passage que l'intérêt à agir des populations est un intérêt qui n'est pas sympathique du tout, je l'avais déjà dit, je reviens dessus. Les Catalans, ils se disent, on ne veut pas payer pour les pauvres parmi nous. Donc c'est profondément égoïste. C'est pareil en Lombardie, en Vénétie. Il y a des motivations profondément égoïstes. On pourrait très bien avoir, c'est assez curieux d'ailleurs qu'en France, ce soit la Corse ou ce soit, je ne sais pas moi, le Pays Basque ou les Pyrénées-Orientales où il y a des velléités d'indépendance. La Corse vit sous des perfusions permanentes
d'argent venant de la République française, s'il y a bien des régions qui devraient proclamer leur indépendance, ça serait la région Île-de-France, par exemple. Alors là, effectivement, la région Île-de-France, si les Franciliens gardaient l'argent, le PIB qui est produit en région Île-de-France pour eux, ben, ça serait au détriment du reste. Ce qui est en cause, c'est l'unité nationale. En France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique. C'est l'unité nationale qui est en cause, c'est la solidarité nationale. En fait, ce qui est véhiculé par ces mouvements indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne, ce qui est véhiculé, c'est en fait une vision, comment dirais-je, égoïste. Une vision qui fait prévaloir la loi de l'argent, la loi du profit pour soi, contre la solidarité nationale héritée des siècles. C'est particulièrement répugnant, je me permets d'insister. Puis je voudrais encore conclure là-dessus. Il n'y a pas de fin. Parce que si la Catalogne obtenait son indépendance, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un canton en Catalogne qui dirait « mais le pouvoir de Barcelone, c'est une épouvante ». Pourquoi est-ce qu'en Vénétie, par exemple, c'est grand la Vénétie? Ben pourquoi la ville de Venise, qui est certainement une ville où il y a un tourisme extraordinaire, où il y a énormément un pouvoir d'achat considérable, il y a des touristes du monde entier, pourquoi est-ce que la ville de Venise ne proclamerait pas son indépendance du reste de la partie continentale de l'Italie, de la Vénétie? On peut aller loin. D'ailleurs, ça ne serait qu'un retour à l'histoire du Moyen-Âge. La République de Venise, c'était une petite république qui avait essaimé tout au long de la Méditerranée orientale et qui faisait du commerce. Donc on pourrait très bien voir que la République de Venise demande son indépendance. Pareil, d'ailleurs, on reviendrait à l'Italie d'avant la Renaissance, avec, en fait, on reviendrait contre tout ce qui a été le Risorgimento, tout ce qui a été l'unification italienne, qui a eu lieu dans les années 1860, avec d'ailleurs le soutien de la France à Cavour. On se rappelle l'entretien qui avait eu lieu entre Napoléon III et Cavour, qui était le Premier ministre de Victor-Emmanuel de Savoie, où la France, c'était une entrevue qui avait eu lieu dans un village des Vosges, qui s'appelle Plombières. C'est là où a été inventée la glace Plombières, une ville d'eau. Et dans cette entrevue à Plombières, donc, Napoléon III avait apporté le soutien à Victor-Emmanuel de Savoie pour que l'unification italienne, moyennant quoi, en échange, la France allait récupérer, allait voir transférer sous sa souveraineté le canton de Nice et la Savoie. Alors, eh bien, on pourrait imaginer aussi que, par exemple, les Bretons, une petite minorité en Bretagne qui réclame l'indépendance, et on pourrait très bien imaginer qu'ensuite, eh bien, il y ait le pays du côté de Rennes qui réclame son indépendance, qui ne veut pas dépendre du Morbihan, lesquels n'ont rien à voir avec les Finistériens. Donc c'est en fait une fragmentation jusqu'à l'infini qui peut se produire, si c'est bien de ça qu'il s'agit.